Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être ici pour discuter de ce sujet qui m'est cher et qui a été déjà très bien introduit par Stanislas Dehaene ce matin. Alors je commence aussi en complément de ce que vous avez entendu avec Pierre Fourneret et Nicole Kathleen et leur belle présentation, je les remercie, avec un constat. Donc nous connaissons tous bien sûr des personnes concernées par des troubles en santé mentale, c'est extrêmement fréquent, c'est pour ça aussi que ça a été élu grande cause nationale. Donc un Français sur 5 est concerné par un trouble en santé mentale sur l'année, 1 sur 3 vie entière. Et vous avez bien entendu que sur la population où ça augmente le plus, ce sont des jeunes, notamment donc les adolescents et des jeunes adultes. Et effectivement, quand on regarde plus globalement à quel âge est-ce que des troubles en santé mentale débutent, sans aller peut-être dans tous ces détails qui sont bien sûr différents pour les différents troubles, on voit qu'il y a 2 pics et il y a le plus grand pic qui est à 14 ans et demi. Et si on regarde les chiffres sur cette très belle étude, une méta-analyse, on voit que plus qu'un tiers des troubles débutent avant l'âge de 14 ans. Donc vous les voyez en école maternelle, en école primaire ou en collège et lycée, et 50% avant l'âge de 18 ans. C'est pour ça qu'il faut, et Pierre l'a bien dit, il faut qu'on intervienne le plus tôt possible sur ces difficultés en santé mentale par des mesures préventives, mais aussi par un repérage et puis après par une prise en charge. Alors, quel rôle pour le sommeil là-dedans ? Donc, du coup, j'enfonce un peu les portes ouvertes parce que ça a été déjà déclaré comme très important, mais j'espère dans ma présentation vous convaincre que, à la fois, oui, et ça on le sait, le sommeil est un baromètre d'alerte extrêmement sensible à la santé mentale. Quand on ne va pas bien, une des premières choses qui ne fonctionne plus, c'est notre sommeil. On commence à mal dormir. Donc, c'est un signal d'alerte effectivement important. C'est aussi une fois qu'on a un trouble du sommeil ou un déficit de sommeil, c'est un facteur de risque, et on a entendu ces facteurs de risque pour la déclaration de l'état mental de nos élèves. Mais du côté positif, c'est aussi finalement un levier important. Donc le sommeil peut être une cible en prévention primaire de la santé mentale des élèves, et je vais vous en parler des programmes qui existent pour l'école extrêmement intéressantes. Et nous on pense qu'effectivement il faudrait le mettre au même niveau que l'alimentation et le sport, donc c'est bien bouger et bien manger et bien dormir. Et il y a aussi un rôle important en prévention secondaire finalement, parce que si on optimise le sommeil, même s'il y a un trouble en santé mentale ou un trouble du neurodéveloppement, à ce moment-là, on peut améliorer très souvent les trajectoires des élèves et éviter le surhandicap. Donc c'est une cible, j'espère pouvoir vous le montrer, très importante. Alors, pourquoi le sommeil ? Alors, pourquoi c'est une fonction aussi fondamentale dont nous a parlé Stanislas Dehaene ? Alors, j'aime bien toujours prendre un peu de recul, voire beaucoup de recul. Donc, le sommeil est organisé de la façon comme il est organisé parce que nous vivons sur la planète Terre. Et la planète Terre est caractérisée par le fait qu'elle se tourne autour de son propre axe sur un rythme d'environ 24 heures, d'où vient le terme circadien, circa dièse, environ 24 heures. Et nous sommes donc rythmiquement exposés à la lumière et à l'obscurité. Et c'est pas du tout banal parce que toutes les espèces sur Terre ont dû s'adapter à ça et ont dû trouver leur niche. Et l'homme a choisi la période d'obscurité, qui est aussi la période avec des températures plus basses pour dormir, et la période lumineuse pour être réveillé et actif. Pourquoi c'est important ? Parce que le sommeil, trop souvent, on se focalise sur la nuit, alors que c'est un rythme veille et sommeil, il faut le regarder sur les 24 heures. Vous, le corps enseignant, vous le savez très bien parce que vous observez des périodes de somnolence non adaptées à l'école, avec des endormissements, voire parfois en classe, et c'est bien important d'en tenir compte si on veut régler les difficultés de sommeil d'un élève, par exemple, en se focalisant pas seulement sur la nuit. La deuxième chose qui en résulte, et vous le voyez tout de suite, il y a en quelque sorte une temporalité externe du monde qui nous entoure, donnée par la Terre qui tourne, mais donnée bien sûr aussi par les horaires d'école, par les horaires de travail. Et de l'autre côté, il y a une temporalité interne de notre organisme. Et dans un monde idéal, les deux seraient bien synchronisés, mais vous le savez très bien, rien que chez vous-même, qu'il y a des moments où c'est bien en conflit et la temporalité interne ne correspond plus à la temporalité externe. Et le terme technique qu'on utilise à ce moment-là, c'est le jet lag social, c'est-à-dire c'est un décalage horaire, comme si vous avez voyagé en Amérique ou en Asie, mais vous êtes resté en France, mais vous vous sentez comme un décalage horaire. Et vous connaissez tous la population que vous voyez au quotidien qui est le plus concernée, ce sont les adolescents qui sont extrêmement fréquemment dans un décalage horaire, et on vient là-dessus. Alors, je suis toujours un peu fascinée par le fait que
On passe un tiers de notre vie à dormir et on en apprend si peu à l'école, à l'université, même dans les études médicales et paramédicales. Alors que c'est une fonction absolument essentielle parce que la nature gâche rarement des choses. Si on y passe un tiers de notre temps, c'est bien que ces rôles sont absolument essentiels. Alors je ne vais pas vous faire toute la présentation sur la physiologie du sommeil, même si c'est bien sûr une de mes passions, mais je vais peut-être souligner 3 de ces rôles absolument essentiels qui sont importants pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, on ne s'était pas concerté autant, mais Pierre a déjà montré des aspects sur la maturation cérébrale, et j'avais aussi choisi cet exemple de la période d'adolescence où nous avons donc à la fois la régulation émotionnelle devient un peu plus fragile, c'est-à-dire il y a vraiment la recherche davantage de sensations, de nouveautés à cette période-là. Il y a une prégnance de l'émotion et de la récompense, avec davantage de conduite de mise en danger, de consommation de toxiques et les effets de groupe dont on nous a parlé beaucoup en école aussi déjà. Et de l'autre côté, il y a cette faiblesse relative de ce système qui nous aide à contrôler tout ça, voire à l'inhiber. Et il se trouve que le sommeil, pour vous donner un exemple, agit beaucoup à ce niveau-là, à la fois au niveau de la maturation du cerveau, mais aussi au niveau de la capacité de réguler les émotions. Et si les adolescents ont plus de cet aspect développemental tout à fait classique qu'on connaît, se mettre à moins bien dormir ou de ne pas assez dormir, cet effet est renforcé. Donc le cortex préfrontal est davantage mis en difficulté. Donc pour vous donner un exemple. On a aussi parlé des aspects plus cognitifs déjà. Et là aussi, la première fonction cognitive qui s'est mise en difficulté si on ne dort pas assez ou pas assez bien, c'est l'attention. Et je pense que vous le connaissez, mais chez vos élèves, vous le voyez aussi. Ils ont oublié leur trousse à la maison, ils ne savent plus où ils ont mis leur cartable, ou encore ils sont très dispersés. Donc ça peut déjà arriver après une nuit de mauvais sommeil ou de sommeil insuffisant, mais surtout si c'est chronique, ça peut devenir vraiment extrêmement cliniquement gênant. Et les fonctions exécutives et aussi les fonctions mnésiques peuvent aussi être touchées, mais là notamment quand il s'agit de troubles un peu plus chroniques ou une privation de sommeil un peu plus chronique. Un petit mot sur la mémoire, et justement à quel point est-ce que le sommeil peut avoir vraiment un impact sur les acquisitions scolaires. Le sommeil a un rôle très important dans la consolidation de ce qu'on apprend la journée. Donc, on apprend tout un tas de choses, la nuit on dort et ça se rejoue dans des boucles qu'on connaît aujourd'hui extrêmement bien au niveau neurobiologique et finalement le sommeil aide à faire le tri. Ça ce n'est pas important donc je vais l'oublier et ça c'est important à être gardé en mémoire. Et le matin quand on se réveille, les choses paraissent souvent beaucoup plus claires parce qu'on a moins d'interférences, parce qu'il y a des choses qui ont été oubliées et c'est plus clair. Donc la nuit réellement porte conseil et aide aussi à consolider finalement tout ce qu'on a appris. Donc extrêmement important pour l'école. Du coup, vous allez être moins surprise que oui, ça s'observe aussi dans des études de bonne qualité, des études longitudinales qui ont regardé ça sur les grandes cohortes. Ici, par exemple, 4500 élèves en Norvège qui ont été évalués donc en CM1 et en 4e en mathématiques et sciences par les tests TIMSS que vous connaissez peut-être. Et ils ont pu regarder à quel point est-ce que le sommeil, finalement, le déficit de sommeil, pouvait jouer un intermédiaire entre les liens entre l'effet temps qu'on avait étudié sur la réussite scolaire et on voit effectivement que les déficits de sommeil expliquaient 11% de la baisse des résultats en mathématiques et en sciences entre ces 2 points de mesure sur cette cohorte norvégienne. Et donc tout ça et beaucoup plus, vous pourriez le revisualiser si ça vous intéresse, en revisualisant la conférence que nous avons eue, conférence internationale en 2022, précisément sur cette thématique-là. Mais j'aimerais bien discuter avec vous un autre aspect quand même très important, c'est est-ce qu'il y a des élèves finalement qui sont plus vulnérables? Pierre l'a dit, il y a des facteurs qui peuvent nous prédisposer à avoir plus d'impact entre le sommeil et la santé mentale. Et effectivement, c'est le cas. Alors, c'est lié à 2 traits génétiques en lien avec le sommeil. Le premier, c'est le chronotype. Alors, le chronotype, c'est quoi? Le chronotype, ça veut dire, vous pouvez être en phase, ça, ce sont ceux qui sont bien synchronisés avec l'environnement, donc la temporalité interne correspond parfaitement bien à la temporalité externe. Ou vous pouvez être plutôt du soir. On appelle ça les chouettes, et ce n'est pas pour rien que j'ai mis une broche de la chouette aujourd'hui. Alors, les sujets du soir, ce sont ceux qui sont en grande forme le soir. Donc, c'est là qu'ils vont faire le travail scolaire ou intellectuel le plus important, voire les activités
activité sportive, absolument aucune envie de se coucher. Forcément, comme vous le voyez là, ils vont se coucher plus tard que les autres. Mais s'ils sont obligés de se lever à la même heure que les autres, au début de la matinée, ils sont grognons, ils n'ont pas faim souvent, et personne ne doit leur adresser la parole parce que ça ne va vraiment pas fort. Et c'est plutôt un peu plus tard dans la matinée, ça commence à s'améliorer. Il y a à côté de ça des alouettes. Alors les alouettes, ce sont ceux qui vont plutôt avoir une tendance à difficilement vivre la soirée. Donc ce sont des personnes qui ne voient jamais la fin du film, par exemple, parce qu'ils s'endorment sur le canapé. Après, ils vont du canapé au lit. Et par contre, ils dorment bien en première partie de nuit, mais ils peuvent avoir les réveils un peu plus précoces le matin. Donc là aussi, ce n'est pas une pathologie, c'est une variante dans la population. Et on connaît bien les facteurs génétiques impliqués. Ce sont des gènes en lien avec l'horloge. Alors, je dis bien facteurs génétiques, mais quand on regarde la répartition en population générale ici, donc vous voyez voilà, les sujets du soir là, en orange et en rose, on voit par contre aussi que les adolescents se trouvent plus souvent là-dedans. Alors comment ça paraît un peu contradictoire? En facteur génétique, c'est en fait une stabilité par rapport aux pairs du même âge. On restera toujours plutôt du soir ou du matin. En revanche, quand on regarde ça de manière développementale, vous voyez qu'entre 10 et 20 ans, il y a cet énorme décalage de phase qui opère, encore une fois plus important chez les garçons que chez les filles, et qui va faire que tout le monde va devenir plus du soir. Par contre, ceux qui ont déjà été dans l'enfance du soir, ça peut parfois dépasser des bornes. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on peut avoir des répercussions plus importantes. Parce que, en soi, ce n'est pas une pathologie. Mais si on regarde des très grosses populations, et si ce sont des données de la UK Biobank, donc une cohorte anglaise, où plus que 80 000 sujets ont été finalement analysés au niveau de leur rythme veille et sommeil, si on regarde des grosses populations comme ça, là, on voit quand même que être chronotype du matin, c'est associé à une meilleure santé mentale. Et du côté des adolescents, quand on regarde ça par rapport aux performances scolaires, ici sur une plus petite étude sur les adolescents en moyenne d'âge de 13 ans, on voit que le chronotype du matin est aussi associé à des meilleures performances scolaires. Mais comment ça s'explique si on dit que ce n'est pas une pathologie en soi? Parce que le monde est quand même plutôt fait pour les sujets du matin. Et les adolescents qui vont se décaler avec, au niveau biologique dans leur rythme veille et sommeil à l'adolescence, ils vont garder les mêmes horaires d'école par exemple. Et du coup, ceux qui sont le plus décalés, ils se trouvent en plus grand risque de dette de sommeil parce que c'est quasi impossible d'avoir assez de sommeil. Premier facteur génétique. Deuxième facteur génétique, c'est effectivement le besoin de sommeil. Là aussi, il y a un aspect développemental fort. Alors évidemment, restons maintenant avec les adolescents, ils ont un moins besoin de sommeil à l'adolescence qu'avant, mais quand même toujours entre 8 et 10 heures par nuit en moyenne. Alors ça peut être, comme vous le voyez en turquois, en dessous, parfois un peu moins, parfois un peu plus, parce que là aussi, un trait génétique, on peut être court dormeur et lent dormeur. Donc si on est court dormeur, parfois 7 heures peuvent suffire et on n'a aucune difficulté la journée. Par contre, si on est lent dormeur, peut-être on a besoin même de 11 heures à l'adolescence, et ça c'est difficile à avoir. Là aussi, on connaît des facteurs impliqués. Donc oui, il y a donc une certaine vulnérabilité et ça se voit dans la population générale en France. Donc on considère qu'au minimum 40% des adolescents sont en privation de sommeil sur des données de l'Institut national du sommeil et de la vigilance à différents temps mesurés. C'est aussi objectivement mesuré, pas que sur questionnaire, avec des outils qu'on peut régulièrement utiliser. Et nous-mêmes, nous avons mené une étude avec Ève Reynaud, qui était postdoc dans notre équipe, sur 2 écoles des parents, et on a analysé objectivement par de l'actimétrie donc des adolescents, un membre de leur fratrie et au moins un des parents, et on a pu montrer effectivement la même chose, que en semaine, les adolescents français dormaient moins que 7 heures par nuit en moyenne, donc c'était quand même bien en dessous de ce qui est recommandé pour la moyenne. Essaye de se rattraper le week-end, et je m'excuse de cette diapositive un peu chargée, c'était associé à une moindre forme physique et plus de symptômes dépressifs, et il y avait un fort lien entre les rythmes aussi de cet adolescent avec leurs frères et sœurs et les parents, notamment la mère. Donc oui, il y a une certaine vulnérabilité. Si on est un chronotype du soir ou adolescent, ça nous expose à un certain risque, et si on est lent dormeur également. Alors quelles sont maintenant des répercussions réelles sur la santé mentale? Alors nous avons parlé de beaucoup de troubles différents déjà, donc je vais vous faire peut-être une étude qui résume tout ça. Pareil, une étude de cohorte, ce sont ça les données souvent les plus solides. Ça a été regardé aussi sur des études de naissance, si jamais quelqu'un souhaite poser la question ultérieurement. Et si c'est une étude conséquente aussi, plus que 6400 adolescents entre 13 et 18 ans, cohorte américaine,
américaines, on les a demandé l'année dernière, est-ce que vous avez passé au moins 2 semaines consécutives avec des symptômes d'insomnie? Donc il y a une grosse tiers qui a dit oui, effectivement, nous avions des symptômes d'insomnie, et on a du coup comparé les deux groupes. Et ce qu'on peut constater que dans l'année d'après, justement, ceux qui avaient un trouble insomnie dans l'année précédente avaient un risque nettement plus élevé d'avoir n'importe quel trouble psychiatrique. Alors en moyenne, c'était un risque multiplié par 3,4, mais ça varie bien sûr, et vous voyez, c'est le plus important, et on n'est pas surpris au niveau des troubles de l'humeur. Alors, Pierre nous en a beaucoup parlé de cette difficulté que vous voyez chez les adolescents grandissantes au niveau de la santé mentale, et un enjeu, ce sont des tentatives de suicide. Et ça aussi, on vient de le publier. Nous avons regardé ça vraiment en situation clinique avec Julie Rowling, qui est maître de conférences universitaire et praticien hospitalier dans mon service. Nous avons analysé le sommeil dans le mois précédent une tentative de suicide chez les adolescents qui passaient aux urgences pédopsychiatriques à Strasbourg, comparé à une population de contrôle. Donc ici, c'était une moyenne d'âge de 14 ans. Et on voit bien que dans le mois précédent, ces adolescents dormaient 44 minutes de moins et avaient plus de difficultés à s'endormir que le groupe contrôle à parier sur le même âge. Et ça corrèle avec d'autres études aussi qu'on a vues, c'est que même avec seulement 1 heure de sommeil en moins, des jours d'école, on voit une augmentation d'idéation suicidaire, mais aussi des tentatives de suicide. Et ces défauts d'inhibition qui peut se créer quand on ne dort assez, c'est peut-être ça qui est l'élément qui passe de l'idéation suicidaire à davantage de tentatives de suicide. Donc là aussi, c'est un point intéressant. Et je vous donne un dernier exemple parce que ça traite la question, mais si les enfants ont déjà des vulnérabilités antérieures, et vous connaissez ce grand champ qui sont des troubles du neurodéveloppement, et moi je coordonne un centre d'excellence à Strasbourg pour le Grand Est sur cette thématique. Donc ce sont 1 enfant sur 8 qui sont concernés aujourd'hui en France par des troubles du neurodéveloppement. Il y a beaucoup de chevauchements et de comorbidités entre ces différents troubles. Et il se trouve que dans cette population-là, les troubles du sommeil de rythme sont encore plus importants. Et là, c'est vraiment important de quantifier ça, et on a pu mener des études aussi avec de l'actimétrie. Je vous le remontre, ce sont vraiment des actimètres, c'est-à-dire des accéléromètres qui nous permettent d'observer de manière objective en conditions écologiques, donc à domicile, jour et nuit, les rythmes veillés de sommeil. On a pu montrer que ça peut être comparé à ce qu'on fait aussi, des enregistrements en laboratoire de sommeil. C'est une mesure assez intéressante pour la qualité de sommeil, donc le temps total de sommeil, la latence d'endormissement, l'efficacité du sommeil. Et du coup, ça nous a permis de quantifier le lien entre les troubles du sommeil et des symptômes fréquemment observés ici dans une population avec autisme. Et on a pu montrer que 18% de l'irritabilité, 17% du retrait social et 36% des comportements stéréotypés étaient explicables aussi par les troubles du sommeil et des rythmes associés. Donc du coup, en termes peut-être de façon de le réfléchir, c'est une autre façon que m'a montré Pierre, mais c'est la même chose. On a une vulnérabilité en termes de troubles du neurodéveloppement qui est associée à davantage de difficultés de la régulation des émotions ou des troubles du comportement. On trouve aussi plus de troubles du sommeil, mais il y a un lien fort entre sommeil et troubles du comportement et régulation émotionnelle. Et c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne, parce qu'on peut intervenir sur le sommeil pour améliorer non seulement le sommeil, mais aussi la régulation émotionnelle et les troubles du comportement. Et je vais finir avec ça. Quelles actions sont finalement possibles? Alors, pas en thérapeutique pédopsychiatrique, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, on en a aussi, mais quelles préventions sont possibles, même à l'école? Et là, vous connaissez bien maintenant Stéphanie Mazza et Amandine Ray, qui ont fait un travail formidable depuis des années sur des programmes apprendre, à dormir. Et donc, je vais vous présenter deux de leurs outils. Premièrement, Mémé ton pige. Donc, c'est un programme mis en place pour le cycle 2 et 3 et que vous trouvez kit en main, entièrement téléchargeable sur le site www.memetempige.com. Donc les enseignants y trouvent tout le matériel finalement pédagogique qui peut être utilisé, et c'est un matériel qui a été construit bien sûr avec vous, les enseignants, en fonction de ce que vous observez en classe et aussi ce qui vous paraît vous possible à réaliser. Il y a des vidéos pédagogiques qui sont associées, et Amandine Ray, qui interviendra un peu plus tard, a pu montrer
montré dans une étude que, vous voyez, sur une population d'enfants qui ne dormaient pas assez, donc on les a aussi enregistrés en actimétrie, vous voyez, ils étaient en dessous des recommandations pédiatriques pour la durée de sommeil. Après 1 mois de projet en classe avec Mémé Tempige, vous voyez qu'on a pu normaliser finalement la durée de sommeil. Et ceux qui en ont le plus bénéficié, c'était ceux qui avant étaient peut-être en plus grande difficulté en termes de leur temps de sommeil. Donc ça vaut vraiment le coup, 1 mois d'intervention dans un projet d'école et on peut améliorer le sommeil des élèves. Et ça, c'était plutôt pour le cycle 2 et 3. Et là, pour le collège, c'est tout nouveau, relativement récent, hein, Amandine. Donc, vous avez développé ce programme Challenge-toi sur ton sommeil, 3 semaines pour mieux dormir, où ça a été développé avec les enseignants en SVT. Donc, à la fois pour avoir à nouveau un matériel qui peut être utilisé pendant les cours d'SVT pour travailler le sommeil, mais aussi les adolescents ont des challenges à remplir sur une web appli avec des agendas et aussi justement des petites anecdotes sur le sommeil pour essayer d'améliorer leur sommeil. Et ça, c'est ce que vous mettez actuellement en place et on a vraiment hâte de voir les résultats des études qui vont porter sur ce challenge, toi, sur ton sommeil. Voilà, donc j'ai fini, je conclus. J'espère vous avoir montré en tout cas des exemples qu'on a aujourd'hui pour montrer qu'il y a un impact vraiment majeur du sommeil sur le comportement, la cognition et la santé mentale des enfants. Vous avez vu aussi que certains élèves sont plus vulnérables que d'autres par rapport à un déficit de sommeil. On pense surtout aux longs dormeurs, au chronotype du soir dont font partie beaucoup d'adolescents. Et un déficit de sommeil, j'espère vous avoir montré que ça peut aggraver la symptomatologie clinique des enfants qui ont déjà un trouble pédopsychiatrique ou qui ont déjà un trouble du neurodéveloppement ou précipiter même des passages à l'acte. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est de faire la prévention. Et à l'école, ce qui peut se faire, c'est effectivement via des programmes comme ceux que vous avez développés, mais aussi que les autorités reconnaissent le sommeil comme un besoin aussi important que bouger et manger, qu'on comprend un peu de la physiologie du veille-sommeil que je vous ai montré pour en tenir compte en fonction de l'âge. Donc cet aspect développemental est vraiment très important. Et enfin, on peut apprendre à dormir. Et tout ça se fait bien sûr pas sans vous, les enseignants et le corps enseignant. Donc on travaille en collaboration étroite avec vous sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Carmen pour ta présentation. Et comme les autres intervenants, on va te demander si tu as une recommandation ou deux à nous faire vis-à-vis de cette journée. Je l'ai déjà un peu dit, c'est vrai que j'aimerais bien adresser un mot aux autorités pour reconnaître vraiment le sommeil comme un acteur essentiel dans les besoins de l'enfant et pour nous, que ça soit mentionné dès le carnet de santé, je dirais, pour que les parents puissent y lire et puissent comprendre l'importance du sommeil. Donc c'est un aspect. Et je pense que faire de la prévention là où on peut, et ça peut être dans les écoles, et je pense que vos équipes ont vraiment montré à quel point ça peut être intéressant pour les enseignants, pour les élèves qui sont souvent passionnés par ce programme-là. Et je ne voulais pas montrer, mais en travaillant avec les enfants sur le sommeil, on a vu aussi qu'on a même amélioré la connaissance des parents sur le sommeil, alors qu'on n'a pas directement discuté avec les parents. Donc voilà, je trouve ça... Mieux manger, mieux bouger, mieux dormir. C'est ça.